sauvegarde de la patrie, comment les peuples peuvent-ils arriver à une CEDEAO des peuples? C'est la question essentielle qui se pose. Talguida, je voudrais te relancer sur cette question. Je sais que tu as suivi le coup d'État militaire au Niger. D'abord, quelle est ton impression? Puisque la CEDEAO est contre ce coup d'État militaire et a décidé d'une intervention militaire. Merci Sylvain, et merci à tes invités également. La question que tu poses est assez complexe. D'abord parce que quand on parle de l'opposition au coup d'État par la CEDEAO, il faudrait comprendre qu'il y a la CEDEAO en tant qu'institution et puis il y a la CEDEAO en tant que communauté des peuples. Et comme l'on pourrait le constater aussi bien à travers les rues de Niamey que sur les réseaux sociaux, les populations africaines, membres de la CEDEAO, semblent plutôt soutenir le coup d'État au Niger. L'institution s'y est opposée, ce qui est normal parce que même dans le protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance de la CEDEAO, il est requis que la prise de pouvoir ne peut se faire que par le processus électoral. Démocratique. Voilà, ce qui entend que toute prise de pouvoir non démocratique ou bien qui n'émane pas d'un processus électoral va à l'encontre du protocole de la CEDEAO et donc conduira à certaines sanctions contre les personnes qui ont pris le pouvoir par la force. En principe, ces clauses sont supposées protéger les populations contre les prises de pouvoir abusives qui ne reposent pas sur la volonté des populations. Alors, dans ce sens, on peut dire que la CEDEAO est dans son droit de vouloir que la voie électorale prime sur la voie des coups dans la sous-région. Toutefois, l'on doit également lire l'actualité politique de façon très objective, mais également dans un contexte historique. Parce que quand on regarde cette CEDEAO, c'est une institution qui n'a pas été consistante dans le respect des clauses qu'elle-même a érigées pour assurer la protection des populations. On oublie très souvent que dans le même protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO, ainsi que d'autres traités qui ont été ratifiés par les États, il est requis que le rôle de l'État, des institutions, est de protéger la vie humaine, de protéger les populations. Alors, que font-nous quand nous sommes dans une situation où l'État échoue dans sa mission la plus primordiale, qui est la protection de la vie humaine et la protection des libertés civiles et citoyennes? Nous avons vu dans plusieurs pays à travers cette CEDEAO les groupes terroristes prendre le dessus, détruire des milliers de communautés. Nous avons des millions de personnes qui sont déplacées au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria et dans d'autres parties, comme au nord du Togo tout récemment, au nord du Bénin également. Nous avons des situations où les États, par les dirigeants, ont enfreint les clauses portant sur la protection des libertés citoyennes. Et nous avons le cas de notre pays, le Togo, où nous avons une dictature qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans, où l'actuel président lui-même a pris le pouvoir par coup d'État et ensuite a légitimé en quelque sorte son coup d'État. Ça veut dire à l'époque que la CEDEAO avait validé ce coup d'État militaire. À l'époque, la CEDEAO avait pris des sanctions contre le Togo quand le coup d'État avait été fait. Je me rappelle très bien, c'était en 2005. Toutefois, elle a exigé que le processus constitutionnel soit suivi et cela a conduit à ce folklore qu'on a vu avec la prise de pouvoir d'Abbas Bonfo qui a été nommé président de l'Assemblée en quelques minutes. On avait organisé une élection présidentielle. Et nous avons eu des élections présidentielles que tous les rapports, aussi bien des institutions régionales, car la CEDEAO elle-même a observé ces élections, que sous-régionales, ainsi que les institutions non gouvernementales de la société civile de différents pays du monde, ont attesté que ces élections étaient un véritable fiasco. Ça a conduit au massacre de plus d'1 millier de Togolais, même si les rapports des Nations Unies, des années plus tard, établissent qu'au moins 500 Togolais ont perdu la vie. Donc nous savons tous que ces élections avaient été totalement un échec, et que le processus électoral a été bafoué et que Faure Gnassingbé n'avait pas gagné les élections. Mais la vérité des urnes ne l'a pas emporté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la CEDEAO, comme aujourd'hui d'ailleurs, écoutait
ces organes étrangers, ces pays étrangers dont elle bénéficie largement en termes de leur appui militaire et financier. À l'époque, c'était Chirac qui mettait la pression sur le Nigeria quand Olusegun Obasanjo était président, car le Nigeria voulait un siège non permanent au Conseil de sécurité et il donc menaçait le Nigeria à l'époque de se retirer de l'affaire du Togo, auquel cas la France s'opposerait à l'entrée du Nigeria au Conseil de sécurité. Et cela a vu les peuples togolais complètement sacrifiés. Et aujourd'hui encore, on voit dans l'actuelle situation l'État français exercer une certaine pression sur les actuels leaders de la CEDEAO pour obtenir ce qu'elle veut. Parce qu'au final, la CEDEAO en tant qu'institution ne dépend pas des financements des États membres. D'ailleurs, la plus grande partie des États membres de la CEDEAO ne payent pas leur dû depuis des années. Donc nous avons une CEDEAO qui fonctionne à crédit et les peu de financement qu'elle utilise pour pouvoir financer ses projets et son déroulement viennent entièrement, quasi entièrement de l'Union européenne et des États-Unis. Et en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, qui dit Union européenne veut dire État français. Donc, Farid Anambroma, vous entendre, vous dites que la CEDEAO n'a pas les moyens pour intervenir militairement au Niger actuellement et que sûrement que la CEDEAO travaille, entre guillemets, pour l'Occident, notamment la France, qui fait pression. Mais on va comprendre, hein, quelqu'un l'a dit, tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels, il va toujours y avoir coup d'État militaire. Comment est-ce que vous le comprenez? Eh bien, la personne a raison d'un côté, mais je dirais que c'est une vérité qui est partielle. C'est vrai que quand il y a coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire qu'on voit les dirigeants politiques s'accaparer des constitutions de leur pays et en faire ce qu'ils veulent, ils le transforment en un menu personnalisé où, bon, moi je veux ci, je prends, je veux pas ceci, j'enlève. Ça conduira à une instabilité politique et ça fragilise les institutions et peut conduire à des coups d'État. Mais est-ce que la CEDEAO condamnait les coups d'État constitutionnels? La réalité, nous tous, nous le savons, est que non. La réalité est bien sûr que non. Mais moi, je voudrais que l'on sorte un tout petit peu de ce discours de coup d'État constitutionnel vs coup d'État militaire. Qui dit coup d'État, automatiquement, en principe, veut dire bafouer la volonté des peuples. Moi, je voudrais qu'on sorte de ça et je voudrais qu'on ait une approche beaucoup plus holistique de la situation. Ce n'est pas seulement une question du tripatouage des tests juridiques qui pose problème. C'est le fait que même dans les pays où les tests n'ont pas été tripatoués, nous avons une mauvaise gouvernance à outrance. Nous avons une véritable pourchasse des populations qui essayent de réclamer l'état de droit. Le cas du Sénégal, puisque le Sénégal a été cité comme pays de modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Exactement. Nous avons une violation extrême des droits humains et des droits des peuples, une incapacité des populations à se protéger vis-à-vis des États, quand en principe c'était l'État qui devait garantir leurs droits. Alors même si les tests n'ont pas dans leur entièreté, dans certains pays, n'ont même pas été touchés. Quand on regarde le cas du Sénégal, la Constitution n'a pas encore été révisée. Dans le cas du Niger, la Constitution n'a pas été révisée. Donc, ce n'est même pas une question de coup d'État constitutionnel ayant conduit un coup d'État militaire. Il n'y en a pas eu là-bas. Mais il est question de violation des droits des citoyens, de suppression des libertés civiles et de mauvaise gouvernance qui font que les populations sont en détresse et n'ont aucun autre supplice. Les populations ne savent pas à quel sens se vouer, les populations ne savent pas comment sortir de cette situation et donc par conséquent quand les coups d'État arrivent, ces peuples se sentent vengés, ces peuples se sentent libérés. Applaudissent ces militaires, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, à Guinée et maintenant au Niger. Et ça se comprend. Donc ça va juste au-delà d'une question de non-respect des tests. Ça va aussi dans le sens de l'échec des États à assurer la protection et le bien-être de leur population. C'est ça même la base. C'est ça la base. Alors, une question très pertinente et qui peut aussi nous relancer ce débat, un soutien exclusif sur Radio Canal K, sur Radio Avouité également. Vous êtes affigé comme Farid Anambroma, africaine, désabusée. Donc, vous êtes très proche des populations. Vous êtes la voix des sans-voix également. On vous lit souvent. Alors, comment arriver à la CEDEAO des peuples? Là, on a entendu un général au Burkina Faso, d'ailleurs c'est le Burkina Faso qui menace à travers ce général-là de quitter la CEDEAO, puisque finalement on a compris que ces chefs d'État sont dans un syndicat
Alors nous, peuple, comment arriver à la CEDEAO des peuples? Merci, Sylvain. D'abord, je voudrais dire que je suis la voix des sans-voix est un peu exagéré. Pourquoi? Puisque vous... Je ne me prête pas ce rôle grandiose parce que ça fait longtemps, ça fait des années que vous faites ce combat aux côtés des peuples opprimés. Je n'ai pas été mandatée par les peuples. Je suis une citoyenne qui se voit extrêmement déçue par la conduite politique dans nos pays, par la continuité d'un système colonial qui est basé sur l'oppression des peuples et sur l'annihilation totale de l'identitaire africain. Et donc, je m'insurge contre cela et j'essaye de lever le ton contre cela. Mais je ne pense pas que cela fait de moi automatiquement la voix des sans-voix. Mais pour répondre à votre question, comment arriver à la CEDEAO des peuples? Je pense que nous y arrivons déjà. Contrairement à ce que l'on penserait, la CEDEAO des peuples n'aura pas lieu en voyant les populations africaines organiser un forum et dire bon voilà, on s'assoit et on crée notre CEDEAO. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable à long terme. À long terme, c'est faisable. Nous arriverons à ce stade-là où les populations réclameront des institutions fortes aussi bien sur le plan national que sur le plan régional. Et quand on parle de force des institutions, c'est des institutions qui sont capables de garantir leur protection et des institutions qui sont souveraines, c'est-à-dire qui peuvent prendre des décisions sans la pression, l'intimidation des forces externes et des forces étrangères. Et pour l'instant, on n'a pas encore une CEDEAO indépendante. Quand nous arriverons à ce stade, les populations vont pousser à des réformes, à des changements. Peut-être que la CEDEAO actuelle sera réformée quand on aura tous ces dirigeants-là qui ont plus ou moins abandonné les peuples, quand on les verra quitter le pouvoir, ou soit les populations vont pousser carrément à la dislocation totale de la CEDEAO actuelle pour la création d'une autre communauté régionale qui pourrait cette fois-ci se reposer sur la volonté des peuples. Et qu'est-ce que je veux dire par se reposer sur la volonté des peuples? La CEDEAO aujourd'hui se donne des droits comme des institutions telles que l'Union européenne. La CEDEAO même pousse, on a même des passeports de la CEDEAO. En tant que membre de la CEDEAO, les populations peuvent saisir la cour de la CEDEAO. Il y a des institutions régionales qui permettent en principe le bon fonctionnement d'une communauté sous-régionale et qui permettent également plus ou moins aux populations de se sentir membres de cette institution. Toutefois, c'est une institution qui est dans son entièreté autocratique. C'est une institution dictatoriale. Quand vous regardez l'Union européenne, tous les citoyens de l'Union européenne votent durant les élections régionales. Les parlementaires de l'Union européenne sont élus par les populations. La CEDEAO a un parlement, mais nous, on ne les élit pas. C'est-à-dire on laisse chaque État choisir qui il veut parmi ses parlementaires qu'il envoie à la CEDEAO. Quand on sait très bien que dans nombreux de ces États, les élections législatives ne sont même pas transparentes. C'est toujours le parti au pouvoir qui décrète qui il veut comme vainqueur. Et ce sont ces mêmes personnes qu'on envoie représenter les populations, à tel point que les populations ne savent même pas qui sont leurs députés à la CEDEAO. Sans vous mentir, moi jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui représente le Togo au Parlement de la CEDEAO. Parce que ça ne m'a jamais intéressé. Pourquoi? Car je sais que les personnes qui y seront ont été choisies par Faure Gnassingbé et son groupe de criminels qui dirigent le Togo. Alors, nous avons une institution qui ne reflète pas les volontés des populations. Au niveau de l'Union européenne, par exemple, quand certaines législations doivent être poussées, des régulations doivent être prises, les populations, des fois, s'y opposent. Et on organise des référendums au sein de l'Union européenne, donnant droit aux citoyens de l'Union européenne de dire « Ah, nous, on veut ceci. » Mais ce n'est pas le cas au niveau de la CEDEAO. Ça n'existe pas. Donc, nous avons une institution qui s'est octroyé trop de droits et de pouvoirs vis-à-vis des populations sans en donner aucun aux populations. Donc nous sommes là à subir les décisions de la CEDEAO, car ceux qui nous représentent à la CEDEAO savent que peu importe notre vouloir, il n'y aura aucune conséquence s'ils appliquent des choses qui ne correspondent pas à notre volonté. Et les députés togolais à la CEDEAO, ivoiriens, nigérians, etc., ils savent très bien que si aujourd'hui on décide de faire la guerre au Niger ou on décide de faire quoi que ce soit, on ne perdra pas des élections locales à cause de ça, parce que bon, les gens ne savent même pas que nous sommes à la CEDEAO, que nous existons. Donc, nous avons besoin d'une institution qui est redevable aux populations, qui rend des comptes aux populations, qui est capable de transcrire les aspirations des populations. Et voilà ce que j'appelle la CEDEAO des peuples. Une institution qui est reposée sur la voix des peuples. Alors, si la CEDEAO veut elle-même promouvoir la démocratie, nous ne sommes pas contre, parce qu'en tant que peuple, nous ne voulons que ça. Nous voulons le droit de choisir
choisi nos dirigeants, nous voulons le droit de leur demander des comptes. Mais qu'elle commence par elle-même. Que la CEDEAO nous laisse décider de qui va nous représenter à la CEDEAO. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas ce pouvoir. Alors, en tant que peuple, nous avons le droit de dire que nous ne reconnaissons pas cette entité, que nous ne nous retrouvons pas dans cette entité. Et c'est justement la raison pour laquelle un général du Burkina Faso, de l'armée burkinabé, a dit si tout va bien, ou bien si ça continue comme ça, le Burkina Faso peut se retirer de la CEDEAO et ils vont y travailler à une CEDEAO des peuples. Alors quand les Africains ont suivi cette information, bien, cette décision de la CEDEAO, nous allons intervenir militairement, par la force, au Niger, nous devons faire la guerre. Ils insistent, ils insistent. Ils parlent de dialogue quand même. Mais ils insistent sur une intervention militaire. Et on a vu, même au Bénin, il y a eu des manifestations. Au Nigeria, dans beaucoup de pays africains, des activistes, des